Qu'est-ce qui s'est passé à Maurice récemment, dans ces quelques mois? Il y avait eu un remue-ménage en termes de débat, en termes de discussion au niveau national sur les différentes provisions légales qui sont passées en débat au Parlement. Et il y a eu 2 lois, comme je vous ai dit. Un est encore au stage de Workers' Rights Bill. Lorsque cela va être promulgué, ce sera le Workers' Rights Act qui va gouverner les droits des employés en général du secteur privé. Et vous avez le Employment Relations Act qui est autre chose. Ce ne sont pas les droits des employés, mais ce sont les droits, les provisions légales qui concernent les relations industrielles entre le syndicat et le patronat, ou les employés et l'employeur. Donc, il paraît qu'il y a des avancées pour les employés en termes de droits avec le Workers' Rights Act qui va être promulgué. Mais lorsqu'on analyse, lorsqu'on fait un assessment des nouvelles provisions légales, il faut savoir le faire avec méthode. Il faut savoir s'il y a des avancées par rapport à quoi. Et non pas dire simplement qu'il y a des avancées. Avant 2008, vous aviez la loi du travail qui était le Labour Act. Ça a été repealed en 2008, remplacé par Employment Rights Act, et 10 ans après, aujourd'hui, vous avez le Workers' Rights Act. Donc, lorsqu'on juge les provisions légales dans le Workers' Rights Act, il faut l'analyser par rapport à la loi précédente et aussi par rapport à la loi avant 2008. Donc, certes, dans ces nouvelles lois Workers' Rights Act, il y a des avancées, mais est-ce que ces avancées tombent du ciel comme ça? Il y a certes des avancées, mais les autorités, l'autorité gouvernementale, la société elle-même n'avait pas le choix. Mais pour les travailleurs, pour les employés en général à Maurice, pendant 10 ans, 15 ans, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'anxiété et beaucoup d'angoisse avec les lois qui prévalaient autour des employés de ce pays. Et il faut comprendre aussi que dans votre pays, en 2008, avec le Employment Rights Act, il y a eu un détricotage systématique, une dérégulation systématique de la loi du travail d'avant 2008. Et ceci, si vous lisez les journaux régulièrement, à l'époque, en 2006, on parlait de la philosophie de hire and fire. On emploie les gens et à n'importe quel moment, on a les lois qui nous permettent de renvoyer, de montrer les employés la porte de sortie. Remarquez une chose, en tant que pharmacien, en tant qu'employé, on peut vous aussi vous montrer la porte de sortie. Lorsqu'on vous montre la porte de sortie, il y a les préavis qui doivent être donnés. Qu'est-ce que c'est que ce préavis? Quel est le montant de ce préavis? Quelles sont les compensations qu'on doit vous donner? Quels sont les droits que vous avez lorsqu'on vous licencie, lorsqu'on va vous licencier en tant que pharmacien employé? Donc tout ça, il faut prendre conscience et comprendre comment a évolué la loi au niveau de Maurice. Est-ce que vous réalisez, par exemple, je vais faire un contraste entre le Labour Act d'avant 2008 et comparer les nouvelles provisions qui ont été incrustées dans les lois de 2008. Et puis on va venir sur les lois de 2019, qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous réalisez quand dans le Labour Act d'avant 2008, lorsqu'on va licencier un employé, l'employeur doit donner un préavis de 3 mois à l'employé. Vous êtes un pharmacien employé dans une pharmacie,
vous êtes un pharmacien employé dans une compagnie ou vous êtes un employé, que ce soit, existe encore, donc que ce soit dans les cliniques, dans les compagnies, dans les grandes compagnies, lorsqu'on vous licenciez, à l'époque, on devait vous donner un préavis de 3 mois. Quelle est la pertinence du préavis de 3 mois? On vous donne l'occasion de vous réorganiser en tant que famille, de vous réorganiser en tant qu'employé, en tant que pharmacien employé, de vous réorganiser pour pouvoir trouver un autre emploi. C'est pour ça que les 3 mois de préavis étaient incrustés dans la loi d'avant 2008. Et puis, il y a eu l'Employment Rights Act. On vous a volé 2 mois de préavis, on vous donne qu'un mois de préavis. Et la loi passée pendant la Noël et pendant les fêtes de fin d'année, sans que les employés réalisent qu'on les a volé 2 mois de préavis pour laisser qu'un mois dans votre poche et vous donner 2 mois de préavis à votre part. Il y a eu aussi une chose, lorsqu'on vous licencie, si vous êtes un employé pharmacien, on vous licencie. Quelles sont les compensations qu'on vous donnait auparavant? Il y avait une échelle de compensation. Vous pouvez avoir commis une faute, il y avait une échelle de fautes. La faute légère, la faute grave, la faute intentionnelle, etc. Et d'après le degré des fautes que vous avez commis ou pas commis, il y avait 2 sortes de compensations qu'on vous donnait. Il y avait un normal rate, c'est-à-dire qu'on vous donnait 15 jours par l'année de service comme compensation si le patron et vous, les deux ont presque raison sur l'affaire, donc on vous donne 15 jours par l'année de service. Mais si le patron est responsable d'un licenciement hautement injustifié, vous gagnez une compensation de 3 mois par année de service. Donc si vous avez 30 ans, en termes d'années de service, donc vous avez une compensation chez 30 ans, 3 mois par année de service, et vous gagnez le double. Mais le problème, c'est que la loi a changé. Ce normal rate qu'on a effacé avec une gomme élastique, on vous donne que 3 mois par année de service, soit vous gagnez votre cas, soit vous perdez votre cas. Donc le kiff-kiff entre le patron et le travailleur ou l'employé, ça, vous n'avez pas. Il y a autre chose aussi que peut-être vous n'avez pas réalisé qui vous concerne. Il y a le licenciement économique. Le licenciement économique, vous travaillez dans une compagnie ou à la clinique, n'importe quelle clinique, ou dans n'importe quelle firme où vous travaillez, il peut y avoir à un moment que la compagnie ou la clinique déclare faillite. Ils disent qu'ils ont des problèmes économiques. Ils disent qu'il faut une restructuration pour diminuer les personnels. Et vous êtes parmi les personnels qui vont être licenciés sur la base économique. Et remarquez, il y a 2 types de licenciements. Un licenciement sur la base économique pour raison économique qu'il y a restructuration. Il y a l'autre licenciement sur la base de mauvaise conduite. On va venir sur le deuxième cas. Mais sur le cas de licenciement économique, sous le Labour Act avant 2008, qu'est-ce que vous aviez? Donc, il y a licenciement économique, il y a 3 pharmaciens dans la compagnie, ou soit 5 pharmaciens dans la compagnie, ou soit 10 pharmaciens dans la compagnie. On va réduire le personnel pour faire des économies d'échelle, pour ne pas blesser les profits des employeurs. Donc, on va réduire 5 pharmaciens employés, on va laisser que 5 dans la compagnie. Avant 2008, sous le Labour Act, il y avait une institution qui s'appelait Termination of Contract Service Board. Termination of Contract Service Board. Et quelle était l'utilité de ce Termination of Contract Service Board? C'est-à-dire, si le patron doit licencier économiquement, c'est-à-dire vous montrer la porte de sortie sur la base économique, il doit nécessairement notifier le ministre. Le ministre doit envoyer la lettre, et non pas s'asseoir dessus, mais envoyer la lettre au Termination of Contract Service Board. Le Contract Service Board appelle le pharmacien employé, ou n'importe quel employé, appelle le représentant syndical de l'employé. Il y aura de l'autre côté l'avocat et le patronat, et aussi, si vous avez un avocat, vous allez au Termination of Contract Service Board, et là-bas, on discute l'affaire s'il y a des bases
genuine de problèmes économiques. Et s'il y a des bases genuines pour licencier, automatiquement, vous avez 15 jours par année de service, et vous avez 3 mois préavis comme notice payé. Donc, c'était ça votre droit à l'époque au niveau de l'EVA. S'il y a des bases pour licencier économiquement, vous avez 15 jours et 3 mois préavis automatiquement. Et si le patron, l'employeur ne peut pas prouver qu'il y a des raisons économiques pour vous licencier, vous avez automatiquement 3 mois par année de service, plus 3 mois de préavis. C'était ça votre droit. Donc, encore 30 ans de service, vous êtes licencié au bout du compte après 30 ans, 3 mois par année de service, encore le triple. Mais le problème, en 2008, lorsqu'on abroge la loi, lorsqu'on a l'avènement de l'Employment Relations Act, pas l'Employment Rights Act, l'Employment Relations Act. Encore une fois, on a effacé le TCSP avec une formulation. Simplement effacé, éliminé, et lorsqu'il est dorénavant sous l'Employment Rights Act, qu'est-ce que vous avez? Il y a des problèmes économiques. Le patron n'a qu'à écrire au ministre, notifier le ministre qu'il y a un problème économique et on vous licencie, c'est tout. C'est tout. C'est ça le drame à Maurice. C'est pour ça qu'il y a eu tant de larmes, tant d'anxiété et tant d'angoisse au niveau des employés dans ce pays. Et ça s'applique pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les ingénieurs qui travaillent en tant qu'employés dans des firmes, etc. C'est pour ça que j'apprécie le camarade qui m'a précédé pour expliquer. C'est grand, c'est énorme. C'est presque une encyclopédie de parler de médicaments, mais il y a aussi le problème de droit, et il faut connaître le droit. Donc, on a simplement effacé et éliminé tout ça. C'est pour ça qu'à Maurice, il y avait une sorte d'explosion sociale qui se préparait. C'est pour ça qu'il y avait des centaines, des milliers d'employés qui étaient licenciés récemment sur la base économique. Donc, la loi a été changée. Et puis, là, c'est beaucoup plus proche de votre domaine. Vous réalisez, dans un pays, dans une société où nous sommes énervés, il y a le stress. Il y a le stress. Mais, sur le débat, il y avait, comme congé de maladie, 21 jours de congé de maladie. Vous réalisez, en 2008, on diminue le congé de maladie pour réduire à 15. C'est ça le problème. Les gens ne sont pas conscients de leurs droits, ne sont pas conscients des droits qui sont bafoués, ne sont pas conscients des droits qui ont été éliminés. Là, on parle d'overtime. Peut-être vous dites que l'overtime, là, ça ne me concerne pas. Ça concerne le docker ou le travail de construction ou travail. Mais vous êtes pharmacien employé dans une pharmacie. Vous êtes le seul pharmacien qui représente la pharmacie. Avez-vous le droit de quitter avant 45 heures votre site de travail? Est-ce qu'il y a un remuneration order qui gère cette affaire pour dire au moins il faut régler les heures du pharmacien employé, les heures de travail du pharmacien employé? Lorsqu'il travaille au-delà des horaires réguliers, est-ce qu'il y aura un allowance au-delà de ça? Est-ce qu'il y aura overtime au-delà de ça? Donc tout ça là, il faut savoir, et si vous n'avez pas ces droits, il faut s'organiser, il faut se solidariser, il faut se mettre ensemble pour exiger des nouvelles lois. Et le problème, tellement que cela faisait mal, les licenciements économiques, c'est-à-dire quand lorsqu'on licencie un employé, sur la base économique, sous les lois, les Employment Rights Act, le problème c'est qu'on n'avait qu'à notifier le ministre et puis vous êtes licencié. Tellement que c'était blessant. Ils ont dû amender la loi en 2013 et ils ont institué une section
dans le tribunal d'arbitrage, ils ont institué une section qui s'appelle EPPD, Employment Promotion and Protection Division. Et le problème, c'est que lorsque vous êtes licencié, le procédé est le même, c'est-à-dire notifier le ministre, il n'y a pas de TCSB, mais lorsque vous êtes licencié, à partir de là, s'il y a matière, vous allez au IPPD. Et si on trouve que le licenciement est injustifié, il n'y a pas les bases économiques, vous êtes réintégré ou on vous paye les 3 mois par année de service. Donc, au départ, au niveau de la TCSB aussi, s'il n'y avait pas les bases économiques pour vous licencier, on vous paye les 3 mois et les compensations ou on vous est réintégré dans le travail. Mais le problème qu'il faut noter avec l'IPPD et aussi avec cette nouvelle loi qui va venir, c'est que après la mort, la tisane, on vous licencie et puis vous cherchez le recours ou la solution qui peut être dans votre faveur. C'est-à-dire, on ne règle pas le travail, le problème en amont, parce qu'avec le TCSB, avant de vous licencier, on va au TCSB, on discute l'affaire, on débat de la question, on trouve s'il y a justification ou pas, et puis on vous licencie ou on ne vous licencie, on va vous licencier. Mais ici, on va vous licencier. Donc, la solution n'est pas trouvée en amont, la solution est trouvée en aval. En aval veut dire, lorsque vous êtes déjà licencié, si vous avez les moyens, si l'employé qui a été licencié économiquement a les moyens nécessaires, il prend son affaire et va jusqu'au tribunal, et au tribunal, en amont, il va essayer de régler l'affaire. Donc, le problème, c'est que, allons un peu vite, parce que je crois que ce sera restreint pour moi aussi, parce que je suis un peu hors de temps maintenant. Donc, le problème, c'est que la loi a changé. Mais la loi a changé, dans quelle mesure ça a changé? C'est que, aujourd'hui, lorsque quelqu'un va être licencié, le patron, l'employeur ou la compagnie en question doit nécessairement rapporter le cas à une institution qui s'appelle le Redundancy Board. Le Redundancy Board, et bien sûr, là-bas on va examiner si le licenciement est justifié ou pas. Dans les nouvelles lois aussi, il y a une certaine avancée. Mais réalisez une chose, ce n'est pas une question que ces nouvelles droits sont donnés avant les élections. Le problème, c'est que la société mauricienne ne pouvait se permettre le luxe d'avoir l'ancienne loi Bayon. On était arrivé à un stage, il fallait amender, il fallait donner des nouveaux droits, et le problème, c'est que c'est n'importe quel gouvernement, que ce soit avant les élections, que la loi soit promulguée ou pas, automatiquement après les élections, ça doit être promulgué, parce que si ça n'est pas promulgué, il y aura des explosions sociales au niveau de Maurice. Bon, je ne veux pas élaborer sur toutes les provisions légales qui font partie dans l'arsenal de cette nouvelle loi, c'est-à-dire Workers' Rights Act. Mais je vais vous citer quelques provisions pertinentes qui vous concernent directement. Par exemple, il y a des provisions qui disent que pour des contrats similaires, il faut que l'employé ait des conditions ou des salaires similaires. Je vous explique. Et là, j'ai honte mon pays pour ce que Air Mauritius avait fait. Qu'est-ce que Air Mauritius avait fait pendant des années, profitant de leur Employment Rights Act et Employment Relations Act? Il y avait les employés à Air Mauritius, des cadres, ingénieurs, etc., etc. Ils avaient des salaires négociés par le syndicat, des hauts salaires, des hautes conditions de travail, ils étaient bien rémunérés. Donc, Air Mauritius devait embaucher encore des employés.
Donc, s'il embauche les employés, ils doivent nécessairement payer ces employés le même salaire, les mêmes salaires que ceux qui travaillent dans les mêmes grades. Parce que la section 20 du Employment Rights Act, il est important de savoir, il y a une section dans notre Employment Rights Act qui dit que equal work for equal pay. Equal work for equal pay, c'est-à-dire que si vous êtes un pharmacien ou un senior pharmaciste ou whatever, vous avez des responsabilités et des duties avec une échelle, et un autre employé a ces mêmes duties, ces mêmes responsabilités, ces mêmes conditions de travail, il doit nécessairement avoir les mêmes rémunérations. C'est ça. Donc, pour contourner cette loi, beaucoup de firmes, aussi gouvernementales que privées, ils ont créé des subsidiaires. Vous avez Air Mauritius et puis vous avez Atoll. Atoll est un subsidiaire de Air Mauritius, mais au niveau du registrar, ce sont des entités séparées. Donc, il peut avoir des employés, il peut se permettre des employés au niveau d'Atoll qui font les mêmes travail, qui subissent les mêmes pressions, mais qui ont des conditions de travail ou un salaire beaucoup plus bas comparé à ceux qui sont à Air Mauritius. Le problème, cette nouvelle loi va corriger cela. C'est que les compagnies subsidiaires, si le travail que fait différents grades des travailleurs au niveau de ce subsidiaire est égal à celui dans la compagnie mère, les salaires et les conditions de travail doivent être les mêmes. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous avez, disons, je prends clinique X, auparavant, s'il se permettait d'avoir un sous-clinique subsidiaire, employer les pharmaciens, les médecins, les ingénieurs dans ce subsidiaire et leur donner des conditions beaucoup plus précaires comparées à la clinique mère, ah ben, là, je boirai. Il y a autre chose qui vous concerne. Il y a des pharmacistes, des pharmaciens. Il y a des employés qui travaillent sous contrat. Dans le monde industriel, dans le monde du travail, vous avez deux types de contrats. Vous avez un contrat de travail qu'on nomme le contrat déterminé. Le contrat déterminé, c'est un contrat qui a un commencement et qui a une finition. C'est-à-dire, vous êtes employé dans une compagnie, c'est ça qu'on appelle on vous emploie sur contrat. C'est un misnomer, on vous emploie sur contrat, et ça s'appelle contrat déterminé dans le sens que vous commencez, vous dites, donc, on vous emploie aujourd'hui 2019, et votre contrat sera terminé en 2025. Donc, vous avez un contrat déterminé qui a un commencement et qui a une finition. Mais en général, les employés ont des contrats indéterminés. Vous entrez dans un emploi, vous êtes employé comme pharmacien dans une compagnie, il y a un commencement et la finition du contrat sera soit la pension, soit le licenciement quelconque, mais il n'y a pas une date précise quand le contrat va se terminer. C'est ça qu'on appelle le contrat indéterminé. Mais souvent, les fois, il y a des choses qui se passent dans ce pays et c'est arbitraire et vulgaire. Les employeurs profitaient de ce type de contrat déterminé. On vous emploie sur 2 ans, ou on vous emploie pour une période précise. Après ce temps précis, on vous licencie, on attend 28 jours, on vous réemploie dans le même emploi pour faire le même travail avec la nouvelle expérience que vous avez, et vous allez comme ça. Je vous donne un exemple très précis. Vous connaissez le monde des TIMIS, de l'école préscolaire. Les TIMIS, qu'on appelle les TIMIS. On les emploie mi-janvier d'une année,
on les licencie le 1er décembre parce que décembre sera congé, on le réemploie le 15 janvier, il y a un espace de 28 jours. La loi vous dit que entre plusieurs contrats déterminés, s'il y a un espace de 28 jours, il n'y a pas de continuité de travail. Donc on attend 28 jours, on vous licencie lorsque les enfants vont en vacances, on vous licencie. Vous n'avez pas votre boni parce que vous n'avez pas travaillé jusqu'à la fin de l'année. Donc on laisse 28. Forcément, il y aura 28 jours passés parce que 1er décembre jusqu'à mi-janvier, lorsque l'école reprend, c'est qu'il y a eu plus que 28 jours et on vous emploie comme nouvelle à partir de janvier. Et au fil de 10 ans, vous réalisez que vous n'avez pas de continuité de travail. Pas de continuité de travail veut dire vous n'avez rien en termes de perspective de pension. Il n'y a rien.